Donc, on va vous présenter rapidement avec Sylvie l'origine de ce webinaire et puis on va pouvoir lancer les choses par la suite. Merci Karine. Alors, en guise d'introduction, du coup, je vais vous restituer rapidement le contexte du groupe de travail et de ce webinaire. Donc, il est issu en fait d'un groupe de travail de la COP, Communauté de pratique situations complexes de handicap des Pays de Loire. On a différents groupes de travail donc, dans cette COP. L'un d'eux donc, est ciblé accès aux soins des personnes en situation de handicap. Donc, ce groupe est composé de familles, d'associations, de professionnels issus du médico-social, du social, du sanitaire, avec différentes fonctions. Donc, un grand merci à tous ces participants du groupe de travail. Alors, suite à un premier webinaire qu'on avait proposé en novembre 2022 sur l'accès aux soins, faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, le sujet de l'habituation aux soins a été identifié comme facilitateur de l'accès aux soins afin d'éviter les ruptures de parcours. Par ailleurs, c'est une méthode que nous, dispositifs Handi des Pays de Loire, Handi Soins, Handi Santé, Handi Patient, tout dépend, on se prénomme un peu différemment en fonction des départements, mais que l'on propose régulièrement aux patients qui en ont besoin pour faciliter l'accès aux soins. Du coup, notre groupe de travail avait envoyé début 2023 un questionnaire à tous les établissements et services médico-sociaux de la région Pays de Loire, avec quand même, afin d'identifier quelques points importants. On recensait l'existant sur on voulait recenser l'existant sur l'habituation aux soins, aider au déploiement de cette pratique sur le territoire, mettre à disposition des outils et soutenir le lien entre les établissements et services et le sanitaire. Du coup, au retour des questionnaires, il y a quelques points qui sont ressortis, en fait, quelques actions, dont une des premières était de pouvoir travailler des webinaires sur l'habituation aux soins au sens large. Et donc, on a décliné un petit peu les choses en différents thèmes. Et le premier qui est celui de ce jour qui va vous être présenté, qui est du coup les prérequis à l'habituation aux soins. Donc, ce travail a été mené par un sous-groupe de 4 personnes avec Aurélie Van Duyck, qui est infirmière à l'IME La Bellière, Dimitri Jourdain, qui est éducateur spécialisé au CRA, Pauline Como, qui est monitrice éducatrice au foyer d'accueil médicalisé de Brissac, et Ludovic Hupp, qui est aide-soignant aussi au foyer d'accueil médicalisé de Brissac. Petit point technique, il y en a qui n'ont pas le son. Est-ce que tout le monde a le son? Il Il y a des problèmes de son jusque-là? Non, on n'a pas eu de... Tout... Ça passe bien pour le moment pour ceux qui sont affichés à l'écran. Et oui, pensez bien à couper votre micro et à le rallumer quand vous voudrez prendre la parole, pour éviter effectivement les bruits parasites qui pourraient venir perturber. Donc là, je vais laisser la parole à Dimitri et Aurélie qui vont vous présenter un PowerPoint qui est issu de leur travail de réflexion. À vous. Bonjour. Bonjour. Donc, on partage l'écran. Donc, avant de commencer, on voulait vraiment présenter les prérequis, le prémisse de l'habituation aux soins avant de se lancer pour faire des ateliers. On voulait vous présenter un peu ça. Tu peux mettre un grand? Oui, attends, Donc, on va commencer par une définition. Donc, elle est tirée du site HandiConnect. On vous a mis en dessous le site. C'est vraiment un site qu'il faut aller consulter, sur lequel il y a pas mal de fiches conseils qui peuvent vous aider. Donc, l'habituation aux soins, c'est un soin à part entière. C'est un temps totalement distinct du soin qui va être réalisé. C'est une méthode qui consiste à proposer à la personne de manière progressive et régulière l'apprentissage des séquences d'un soin en fonction de ses capacités et de ses limitations, sans douleur, sans contention, en respectant son intimité. L'objectif, c'est de pouvoir réaliser un soin sans opposition de la personne pour éviter les ruptures de parcours de soins. C'est donc un enjeu de santé publique.
Alors, l'habituation aux soins, c'est pour qui? Donc, c'est pour les enfants, les adultes, c'est les personnes qui vont avoir des difficultés face à une nouvelle situation, une nouvelle personne. C'est des personnes qui peuvent avoir aussi des difficultés de communication, de compréhension et qui peuvent aussi avoir des particularités sensorielles. Donc, l'habituation aux soins peut aussi venir d'une demande de la personne elle-même pour, voilà, s'il y a eu un traumatisme dans le soin ou s'il y a eu beaucoup de soins durant son enfance. Ça peut être aussi une demande des parents quand il y a un examen qui va arriver. Donc, sont particulièrement concernées donc, les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, les personnes qui ont un trouble du développement intellectuel, un polyhandicap, un handicap sensoriel ou psychique. Plus l'apprentissage de l'habituation aux soins est effectué tôt, plus les soins seront acceptés et facilités. Et il n'y a pas d'âge pour commencer l'habituation aux soins. Donc, qui réalise cet atelier? Dans l'idéal, c'est un éducateur, un soignant, pardon, et un professionnel qui connaît bien le patient. Ça peut être l'éducateur, ça peut être la famille, ça peut être toute personne qui va accompagner pour le soin ou le rendez-vous. Après, s'il n'y a pas de soignant dans la structure, etc., ça peut aussi être fait par quelqu'un qui maîtrise le soin. Ça peut être un éducateur ou voilà. Les temps d'apprentissage et de création de séquences, il faut bien que ce soit en lien avec le professionnel de santé qui va réaliser le soin à la fin, si c'est possible. Si c'est sur un soin bien particulier, après on en parlera un petit peu à la fin, l'habituation aux soins, ça peut être aussi quelque chose qui est fait sur le très long cours, dès la petite enfance, qui ne concerne pas un soin en particulier, mais bien les soins de manière générale. Ça mobilise plusieurs intervenants, donc il faut prendre le temps, bien définir qui et que ce soit très régulier pour que les personnes puissent bénéficier sans grande angoisse de ce temps-là. Et donc, voilà, il faut programmer des temps réguliers et adaptés aux soins. Il ne faut pas se lancer sur la préparation à la prise de sang si déjà l'acceptation du masque, de la blouse blanche, voilà, c'est tout ça qu'il faut travailler régulièrement pour pouvoir apporter le plus de confort possible pour le soin en lui-même. Alors, avant de débuter l'atelier, il faut vraiment définir qui participe à l'atelier. C'est un peu ce que disait Aurélie, aussi bien pour les personnes, enfin pour les usagers que pour les professionnels. Ce qui va être primordial, c'est aussi d'évaluer les compétences et les difficultés de la personne par rapport aux soins. Voilà, est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des problèmes de sensorialité? Donc voilà, tout ça, ça va falloir faire une évaluation initiale et reprendre cette évaluation tout au long de l'année. Comme ça, vous verrez les fruits de votre travail. Tu rééteins et tu relances ton PC. Ça m'est arrivé. Euh, il faut réaliser aussi une procédure détaillée des objectifs, vraiment avoir des objectifs précis. Euh, voilà, comme disait Aurélie tout à l'heure, pour ne pas partir dans tous les sens, c'est vraiment que ce soit axé sur les personnes et leurs besoins. Donc, on a aussi parlé là de l'échelle de douleur. Donc, ça pourrait faire un sujet de webinaire. Voilà, on va vous en présenter deux ensuite. Faut aussi définir les personnes qui vont accompagner les rendez-vous médicaux, puisque des fois, c'est les professionnels et des fois, c'est les parents. Donc là, il va falloir être en lien donc avec les parents ou les personnes qui accompagneront lors des rendez-vous médicaux pour expliquer voilà, comment on a travaillé l'atelier et comment, enfin voilà, et voilà, l'important, c'est aussi de les inclure à ce travail-là. Donc, hop, je vous mets les deux petites grilles de douleur. Donc, il y a la grille GEDI, donc, qui permet d'avoir un score. Et puis, donc, en fonction voilà, des changements de la personne, voilà, le score évolue. Voilà, pour les non-verbaux. Et ça permet d'avoir une idée sur la douleur qui peut être présente. Et on a mis une autre petite échelle de douleur, voilà, très visuelle avec des petits smileys.
Donc, les prérequis de l'atelier, ce qui va être important aussi, c'est de définir un temps dans l'emploi du temps du jeune pour que ça soit quelque chose qui revienne régulièrement. Donc voilà, on a parlé des objectifs vraiment individualisés et évaluables, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, voilà, il y a des jeunes qui vont être sur l'acceptation de la blouse, d'autres sur travailler le temps d'attente. Il faut aussi vraiment avoir des outils de communication, donc picto, photo, objets. Donc voilà, pour les objets, on peut avoir un peu de matériel professionnel. Donc on peut commencer par ce qu'on disait, les blouses, les masques. Et puis après, petit à petit, avoir des stéthoscopes. Alors là, il faut être assez inventif et aller les chercher chez des médecins, enfin, voilà, qui peuvent donner du matériel usagé, au moins pour commencer à s'habituer aux objets. Après, il y a une mallette qui s'appelle la mallette Capas, où il y a plein de matériel et puis des fiches explicatives. Je crois que tu en reparleras un petit peu après, Aurélie. C'est aussi important, avant de se lancer, d'avoir les renforçateurs et les centres d'intérêt des personnes, puisque ça va être des leviers qui vont nous aider à avancer dans l'acceptation du soin. Voilà, s'il y a des profils sensoriels et bien sûr notre connaissance de la personne, tout ça vient et à prendre en compte, voilà, d'utiliser ces outils. Voilà, s'il y a besoin de lunettes de soleil parce qu'il y a un problème avec la lumière, par exemple. Et du coup, Non, voilà. t'as pas coupé le micro. Ce qui va être important aussi, c'est de créer un rituel autour du soin, de bien faire toujours la même chose pour habituer la personne à un déroulé. Donc là, on a parlé des ateliers. Maintenant, on imagine qu'il va y avoir une consultation. Donc vraiment, il faut bien se mettre en relation avec le professionnel pour bien décrire le profil de la personne qu'on accompagne, tout ce qui va être nécessaire à la ritualisation et au fait que tout ce qu'on a mis en place dans l'atelier puisse être reporté au maximum pendant la consultation. Donc tout ça, il faut bien échanger sur les différentes étapes de la consultation qu'il doit réaliser pour nous repréparer aussi la personne dans le bon ordre, parce que moi, ça m'est arrivé de préparer d'abord l'attention et ensuite l'autoscope. Si jamais pendant la consultation, l'autoscope arrive, étant donné que c'est la fin du soin, tout s'arrête, quoi, hein. Il n'y a plus de suite possible après. Donc, c'est tout ça qu'il faut bien définir avant avec le professionnel. Il faut aussi parler de ce qu'on fait au sein des établissements, c'est-à-dire dire qu'on a fait de l'habituation aux soins, présenter la grille, savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire. L'idéal, c'est de travailler aussi l'attente, donc soit au sein des institutions, en effet, en recréant des petites salles d'attente, en essayant de définir les objets qui peuvent être un livre, un doudou, enfin des Legos, voilà, ce qui peut permettre d'attendre plus ou moins longtemps avec les patients qu'on accompagne. On peut aussi peut-être s'appuyer sur le réseau qu'on a autour, c'est-à-dire en essayant de demander aux médecins généralistes, aux kinés, aux infirmières qui sont autour des établissements ou autour de chez vous, savoir si vous pouvez travailler l'attente en milieu réel. Et puis, bien sûr, il existe les consultations blanches, c'est-à-dire que le médecin peut vous proposer de venir, de ne réaliser aucun soin, mais ça permet à la personne de découvrir le lieu, la personne, d'expliquer un petit peu ce qui va et que le soin doit se mettre en place, que tout se passe pour le mieux. Donc là, alors, un exemple d'atelier. Donc, c'est un atelier que je mène à l'IME avec des enfants déficients intellectuels âgés entre 6 et 16 ans. En fait, je prends 2 enfants par trimestre, à peu près 2-3 enfants par trimestre. Il est mené donc par une infirmière et une éducatrice. Les enfants apportent un doudou à soigner, un petit loup. Moi, je fais le soin d'abord sur la peluche pour montrer le déroulé du soin. Ensuite, les enfants réalisent le soin eux-mêmes sur cette peluche. Donc, ils écoutent le cœur, ils regardent les oreilles, ils jouent avec l'autoscope, le saturomètre, la prise de tension, etc. Ensuite, ils me font le soin. Et puis, une fois qu'on a répété ça plusieurs semaines, que le déroulé est bien maîtrisé, moi, je leur fais le soin. Et si tout est accepté, du coup, ils repartent avec un diplôme de réussite qu'ils peuvent emmener lors des prochaines consultations. Et pas plus tard que cette semaine, du coup, j'ai une maman qui m'a dit que voilà, ça lui avait été utile pour une consultation de généraliste à l'extérieur de l'IME. Mais grâce à ça, il a pu dire, moi, je maîtrise et donc réussir à faire la consultation.
Et donc, l'idée, c'est vraiment d'individualiser tous les ateliers. Il y a des enfants pour lesquels, voilà, un trimestre, ça suffit et on peut faire des grandes, enfin, voilà, préparer à aller chez le dentiste avec un détartrage en un trimestre. Et puis, il y a des enfants pour lesquels il faudra plus de temps sur des soins un peu plus simples. Mais si on détaille bien, et donc on va vous montrer après des exemples de grilles. Donc là, c'est, voilà, il faut définir toujours l'objectif, bien définir les moments dans l'emploi du temps où ça va être fait, le nombre de fois que ça va être fait. Là, on voit que c'est quand même travaillé 3 fois par semaine. Il faut donner du coup à la personne, voilà, une image, quelque chose qui représente le soin pour qu'elle comprenne où elle va et ce qu'elle va faire. Et puis ensuite débute toute la phase d'apprentissage qui est bien détaillée, c'est-à-dire, voilà, il arrive à rentrer dans la salle, il arrive à s'asseoir sur la table. Ensuite, on met le garrot. Ensuite, on pique le pli du coude avec un cure-dent. Ensuite, on essaye de mettre des tubes. Il faut essayer d'attendre, etc. Et donc, tout ça est très bien détaillé. Et donc, à chaque fois qu'il arrive à l'infirmerie, on note, on évalue et comme ça, on sait à quel moment il est vraiment prêt pour la prise de sang. Une autre grille d'évaluation, celle-là, elle est plutôt... elle ressemble vraiment à ce qu'il y a dans la mallette CAPAS dont on vous parlait tout à l'heure, qui est fait par un ESAT à Agen. C'est vraiment une mallette qui regroupe plein de matériel médical ou pas, hein, parce qu'il y a quand même des bonnets de water polo pour faire semblant de faire des électroencéphalogrammes, mais en tout cas, voilà, du matériel qui est dédié à ça pour l'habituation de soins et beaucoup de grilles d'évaluation en exemple pour toutes les consultations. Donc là, je vous en montre une que moi j'ai reprise, mais qui est dans la mallette, il y a vraiment sur tout, 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 tout. Donc voilà, bien détaillé, le port du masque, se rendre sur le lieu de soins, accepter de rester assis. Et en fait, au fur et à mesure que c'est validé, ben, on peut passer les étapes et enfin arriver aux soins complets qui peut être voilà, une visite chez le généraliste, un vaccin, l'ophtalmo, les soins bucco-dentaires, enfin, tout est possible. Voilà, et tout est imaginable dans l'habituation aux soins. Donc, soit on prépare un soin bien particulier si on le sait bien en avance. L'idéal, peut-être, si on a le temps, c'est de le faire vraiment au long cours, comme un atelier éducatif, hein, très très long, pour que, au fur et à mesure des années, les personnes acquièrent de plus en plus d'habitudes et de moins en moins de peur. Eh ben, on va remercier Pauline Como et Ludovic Hupp, donc, qui travaillent aussi à la Maison Personnage à Brissac pour leur participation avec Aurélie et moi pour réaliser ce petit PowerPoint. Merci à tous. Merci de votre attention. Et on va passer aux questions. Du coup, j'arrête le partage. On vous propose, merci beaucoup Aurélie et Dimitri pour cette présentation et tout le travail réalisé en amont de cette présentation avec vos deux collègues. On vous propose de passer aux questions avant de vous présenter les prochains ateliers d'habituation aux soins qu'on souhaite vous proposer sur 2023-2024. Ou on les présente d'emblée, ce qui peut-être lancera le débat, s'il y a moins qu'il y ait des questions là tout de suite. On vous propose de lever la main si vous avez des questions. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, on vous laisse poser la question. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt apporter une confirmation de ce qui a été dit, en particulier pour les documents qui peuvent faciliter l'information et la préparation des personnes. C'est Santé BD, bien sûr, où il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut de A à Z, hein, et pour tout. Et que ce soit des BD ou maintenant des vidéos. C'est la première chose. Et puis nous, ce que nous utilisons dans notre association, et en particulier pour les soins dentaires, pour que ceux qui vont recevoir la personne pour des soins, c'est de préparer ce que nous appelons le pass relationnel, qui décrit ce qu'est le patient et son comportement. Je parle pas, je comprends pas, j'ai un doudou, faut pas me l'enlever, il faut me mettre de la musique, etc., etc. Vous voyez, de façon à ce que quand il va être pris en consultation, eh bien, l'équipe qui va le recevoir sache déjà comment cette personne fonctionne. Et ça marche formidablement bien. Voilà.
C'est tout ce que je voulais Tout à préciser. fait. Tout à Hmm. fait, vous avez raison de parler de santé BD, de Oui. Coactis, HandiConnect, tout ça, c'est effectivement Coactis, et c'est vrai que c'est une richesse d'informations à la fois pour les aidants, pour les patients, comme pour les professionnels, sur les différentes thématiques, et notamment sur l'habituation aux soins, tout à fait. Et le pass relation, effectivement, est une bonne idée et Hmm. permet aux professionnels d'avoir un peu de support finalement, une vision globale en fait du patient, son comportement. Enfin, c'est tout à fait intéressant effectivement. Et nous, dans les dispositifs que nous avons mis en place, en particulier pour les soins dentaires, il y a systématiquement une assistante psychocomportementale, hein, justement, qui reçoit le document et qui, à partir de là, bah, réagit, si vous voulez, s'il faut pas. Puis le temps, s'il faut passer une demi-heure, c'est une demi-heure, s'il faut passer trois quarts d'heure, c'est trois quarts d'heure. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on puisse faire l'examen de la personne. Voilà, je m'arrête là. Merci monsieur. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, voilà. Je suis infirmière en centre habitat pour personnes en situation de handicap. Je suis là depuis 2 ans et j'ai une résidente qui refuse systématiquement toutes les prises de sang. On a essayé cet été, voilà, de lui en faire une. Et voilà, ça a été hyper complexe. C'est des infirmières libérales qui interviennent dans notre centre. Elles ont pris voilà, tout ce qu'il fallait pour essayer de la rassurer. Ça n'a pas fonctionné. Elle me fait confiance. Je lui ai demandé si je devais venir pour essayer de lui faire à jeun, alors que je ne travaille pas. Elle m'a dit non. Et moi, ma question, j'entends bien que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir rassurer les personnes et les faire accepter leurs soins, mais comment on passe d'un centre où la personne refuse le soin à un centre où on l'éduque pour accepter ce soin? Est-ce que vous comprenez ma question? C'est-à-dire que comment faire sortir la résidente du centre pour aller dans un centre où on peut l'aider à accepter ce soin? Alors, moi, ce que je comprends, en tout cas dans ma pratique, c'est que c'est au sein du centre, même si le soin, il se fait pas chez moi, Oui, en fait, je prépare et voilà. Et après, on va une fois en salle d'attente au labo. On fait rien de plus, mais on emmène le matériel en disant, bah, tu vois, la prochaine fois, on fera la même chose que ce qu'on a fait à l'IME. Et en d'accord. fait, c'est à l'IME, au Hmm. fauteuil, que je fais semblant de mettre le garrot, qu'après on fait le coton, qu'après tranquillement on pose l'aiguille, mais avec la protection, donc ça pique pas, et ainsi de suite. Et après, on va avec tout notre matériel jusqu'au labo. On attend en salle d'attente, mais on fait rien. Après, on va et voilà, progressivement, on arrive OK. jusqu'au. Alors, ça marche pas. Il n'y a pas 100% des enfants qui se laissent piquer easy, hein, mais ça Hmm. marche pour beaucoup. Voilà. Il n'y a pas Là, 100% de réussite. pas une Oui, c'est enfant, pas une enfant, c'est mais 40, quelques années. 53. Après, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est d'y aller petit à petit, en fait. C'est vrai, ça peut être vraiment très, très, très long. Moi, j'ai animé un atelier d'habituation aux soins et en fait, c'était avec des jeunes TSA. Oui. Et rien que le fait que je mette là, ça a été travaillé pendant un petit moment. Voilà, et c'est OK. vraiment, faut y aller vraiment par étapes, tout doucement. Là, vous avez identifié une difficulté avec la prise de sang. Ben voilà, il faut, comme Hmm. on a pu montrer, il faut décomposer et y aller petit à petit pour, voilà, au début, ça sera même s'asseoir sur le fauteuil sans avoir la prise de sang, par exemple. OK. Et juste pour rebondir, le prochain atelier qu'on va présenter, c'est justement injection, prise de sang et méopa. Bon, c'est au mois de décembre, c'est pas tout de Oui, suite, mais voilà. En tous les cas, il y oui. aura un webinaire qui sera présenté. Je prends les devants. On allait vous le présenter plus à la fin de la projection de ce jour, mais voilà. En tous les cas, ça pourra répondre aussi à quelques petites questions que vous pouvez avoir un peu plus précises, on va dire. C'est ce que je voulais préciser parce qu'on a souvent des cas comme ça. Et alors là, l'idéal, c'est de trouver un dispositif qui fait des prises de sang sous homéopathe, hein. Oui. Mais ça ne suffit pas.
parce que si la personne est ultra sensible, si elle a des problèmes de sensorialité, si elle a des problèmes de comportement, il faut la préparer. Et nous, par exemple, pour le dentaire, on remet systématiquement un masque et 8 jours avant la consultation, tous les soirs, 1 à 2 minutes, le masque, on lui applique sur le visage. Comme ça, quand elle arrive en consultation, on a 99% de réussite. Et on peut faire du méopa sans que ça pose de gros problèmes. Voilà, simplement l'expérience, hein. Un retour d'expérience, on va dire. Et effectivement, comme tu le dis, Dimitri, c'est séquencer plus et y aller par étapes. Et c'est un travail de longue haleine, hein, pour reprendre à Annie Menanto. C'est vrai que nous, on a l'expérience essentiellement sur le dentaire avec les chirurgiens dentistes avec lequel on travaille assez facilement, que vous connaissez. Eh bien, les premières consultations pour certains patients, c'est, ben voilà, je vais déjà jusque l'enceinte du cabinet dentaire, on se gare et voilà, on se dit, on se salue. Le chirurgien dentiste parfois essaye de regarder déjà l'état de la bouche dans la voiture. La deuxième étape, c'est je descends de la voiture et j'attends dans la salle d'attente, et etc., etc., etc. Effectivement, parfois, il est amené à voir 3, 4, 5 fois un patient avant vraiment de pouvoir observer l'état bucco-dentaire, en fait. Donc, c'est vrai que je pense qu'effectivement, si on résume, c'est le temps et puis le séquençage, hein, Dimitri, tu... Et le séquençage passe aussi par un séquentiel visuel. Oui, On utilise nous beaucoup, voilà, Dimitri va peut-être aussi rebondir, mais on utilise nous beaucoup ici aux femmes des petites planches avec chaque étape identifiée par un pictogramme. Ce qui permet aussi de se projeter sur quelle va être l'étape. Alors oui, je prends la voiture, je vais aller au laboratoire, je vais relever ma manche. Vous voyez, des petites choses comme ça. En fait, tout est séquencé aussi, mais en visuel. Ce qui permet aussi de rassurer la personne, de savoir où elle en est dans le processus. Et puis je rebondis un peu sur le fait de regarder les dents dans la voiture, etc. Des fois, il y a des choses, le fait de tout séquencer, ça permet de voir là où il y a un blocage. Moi, j'ai des enfants qui supportent pas d'être allongés, en fait. Mais si le médecin se met vraiment très très bas et lève très haut son fauteuil, assis, elle ouvre la bouche et elle accepte beaucoup de soins. Mais assis à 90, quoi, hein, pas plus de... Donc, des fois, c'est d'identifier ça qui permet d'avoir un levier qui fait que, bon, bah, ça, on travaillera, mais il n'y a pas d'urgence, quoi. On propose de laisser Anne Girard poser sa question. Bonjour, je vous remercie. Alors, moi, c'est pour mon fils qui a 15 ans, qui est TSA, enfin, TSA sans déficience intellectuelle, avec un trouble anxieux généralisé et un TDAH, puis d'autres troubles annexes. Tout petit, ce qui a été compliqué, c'était la gestion des prises de sang. Donc, ce que j'essayais de faire, c'était de détourner son attention avec... Allô? Oui, 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 on oui. vous entend. Oui, ok, comme j'ai plus d'écran. Avec des écrans, justement. Euh, Ça a relativement bien réussi, ce qui fait que maintenant, il regarde lui-même les injections, les prises de sang. Et lors des vaccins pour le Covid, l'infirmier lui a même proposé de me faire mon injection de vaccin, ce qu'il a fait. Il était très content et depuis, il n'y a plus aucun problème avec les vaccins ou avec les prises de sang. En revanche, ce qui est compliqué pour moi, c'est d'évaluer la douleur, notamment quand il est en crise, avec des douleurs articulaires ou abdominales. Et parfois, la seule solution, c'est d'appeler le SAMU pour qu'une tierce personne dédramatise euh, ou, euh, ou lui explique que c'est normal ce qu'il peut ressentir et qu'il ne va pas mourir puisque ça fait partie de ses angoisses. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il a une agénésie dentaire et donc il a un traitement orthodontique qu'il supporte plutôt bien. En revanche, il faudra des implants. Et là, quand je sais que la gestion de la douleur va être impossible. Et je suis contente que vous ayez parlé du méopa, mais c'est très compliqué de trouver des dentistes et des chirurgiens dentistes qui travaillent sous méopa. Moi, pour avoir eu des cytoponctions dans la thyroïde sans et avec méopa, je connais la différence en termes de douleur et c'est dommage que ce ne soit pas plus facile d'accès. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions possibles en dehors de le préparer au fait qu'à la fin de la croissance, il va avoir ses implants. Voilà.
Merci. Excusez-moi, vous êtes dans quel département, madame? Je suis pas dans votre région, je suis en Charente-Maritime. Ah, Je suis au sud de La Rochelle. ok, merci. C'est bon comme vacances. Euh, Vous avez, néanmoins, vous avez quand même trouvé, madame, un chirurgien dentiste donc qui utilise l'homéopathie ou ça reste Non, j'ai pas trouvé. peut-être sur Cap Santé, peut-être qu'il faudrait essayer de vous rapprocher. Je ne sais pas J'ai si. essayé, mais j'ai pas eu de réponse. Ça n'a pas l'air simple dans notre région. Après, moi, ça me dérange pas de me déplacer dans une autre région. Mais j'avoue que le traitement orthodontique, la première semaine, au bout de 3 jours, j'ai cru qu'on allait faire machine arrière et tout arrêter. Et le problème, c'est qu'on est obligé quand même de passer par ce traitement-là parce qu'il y a des répercussions sur le sommeil, la respiration, parce qu'il faut quand même élargir le palais. Et donc, on n'a pas trop le choix que de passer par ce traitement orthodontique. Mais au bout de 3 jours de hurlements, je n'en pouvais plus. J'ai cru que ce ne serait pas possible pour lui d'accepter la douleur, le traitement. Et puis maintenant, tout va bien. Il va au rendez-vous. Il a un peu mal après, mais ça va. Peut-être que ce sera pareil pour les implants, mais c'est vrai que moi, je suis à la recherche de quelqu'un qui fait des implants sous anesthésie générale, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai encore un peu de temps, puisqu'il a que 15 ans, mais je sais que le temps passe vite. Après, nous, on a sur le Maine-et-Loire, il y a un centre d'odontologie qui est voilà, plutôt connu et qui fonctionne bien. Donc, peut-être prendre contact avec eux. Qui C'est ce que s'appelle comment, s'il vous plaît? c'est le cabinet d'odontologie Trélazé. Cabinet d'odontologie Trélazé. Voilà, Dr Zelensky et Williamson. D'accord, merci. Mais il faut passer par Handi Santé. Alors, pas nécessairement, non, on n'est pas passé par Handi Santé. Vous avez un Handi quelque chose? Santé, soins, dans le 17? Il y a un cap santé. Ouais, Cap Santé, d'accord. Peut-être qu'ils vont pouvoir avoir, voilà, vous mettre en lien avec eux. Disons que ça fait avancer un peu plus rapidement les choses. D'accord, merci bien. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres expériences à partager? Parce qu'il va y avoir aussi d'autres expériences. Nous avons survolé, là, on a voilà, donné un premier exemple. Ah, Voilà, ok. nous avons qui lève la main. Allez-y, madame. Allez-y. Mette. Lancez votre micro. On ne vous entend pas. Le son, c'est bon. Ça y est. Oui, c'est bon. Moi, je fais aussi un petit peu d'habituation aux soins avec des enfants TSA pour lesquels c'est très compliqué au niveau de l'auscultation, visite médicale et choses comme ça. On accueille des enfants de 6 à 14 ans, TSA et TND, et on a un panel assez large au niveau de nos profils d'enfants. Et on a certains enfants pour lesquels mais le toucher est très très compliqué, l'auscultation très compliquée, s'allonger sur un divan, c'est pas possible non plus. Donc il y a un travail qui se fait avec les éducateurs sur les unités des petits ou des TSA, notamment autour de l'auscultation. Monter sur un best person, c'est pas possible non plus. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça, c'est très compliqué. Donc une éducatrice m'amène des petits toutes les semaines et on fait ça une partie de l'année quoi pour qu'ils s'habituent à être touchés. Et dès qu'on relâche un petit peu, on se rend compte que c'est compliqué, qu'il faut tout redémarrer, tout repartir à zéro. Enfin voilà quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, que je fais. Après, j'utilise pas mal aussi Santé BD pour préparer les enfants aux consultations, aux prises de sang, aux EEG. Je travaille avec Handi Patients à l'hôpital. Là, j'ai justement un prêt de bonnet EEG pour préparer des enfants à passer les EEG. Voilà, ça, c'est des choses qui se font. On a travaillé aussi avec COSIA par rapport au dépistage dentaire, qui se sont faits dans l'établissement aussi. Voilà, des choses qui se font ici. Et puis, il y a tout un... Bon, ça, on n'est pas dans l'habituation aux soins ni dans ces choses-là, mais on a tout un travail aussi autour de la vie affective, intime et sexuelle par rapport au développement de l'enfant. Sur différents sujets, on part du sensoriel, des émotions, des relations à l'autre, du corps, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Très bien. Non, non, c'est aussi la multiplicité des actions qui vont faire que les choses vont avancer. On a
Monsieur Massodo, allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais simplement témoigner du travail qui a été fait auprès de Benjamin, qui a mon fiston, qui a 30 ans, qui est porteur de troubles autistiques, et avec qui la question des soins est devenue très compliquée, surtout à l'âge adulte. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que on peut ne pas y croire, mais en fait, il faut être patient et que ben, les résultats peuvent arriver simplement au bout d'un an, au bout de 2 ans. Et en l'occurrence, pour Benjamin, il a mis 2 ans pour vraiment accepter d'ouvrir la bouche et que un chirurgien dentiste puisse mettre des appareils dans la bouche, enfin, des outils, pour nettoyer un petit peu ses dents. Et ça a été très très long, mais c'est un apprentissage qui a été fait dans le foyer dans lequel il est accueilli au quotidien. Et il faut être patient, voilà. Et que c'est vrai qu'on est pressé d'avoir des résultats. J'entendais tout à l'heure la dame qui présentait les difficultés qu'elle rencontrait. Ben, et oui, c'est vrai. Alors, peut-être qu'avec des enfants, ça va prendre 3 mois, 6 mois. Peut-être que ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais avec de la patience, on a du résultat. Voilà, c'est juste ce témoignage que je voulais faire en tant que papa. Merci, Monsieur Massonneau. Juste une information, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de questionnements là autour de l'évaluation de la douleur dans le chat que Estelle Bossard, j'ai avec une main de maître. Vous dire qu'au terme des ateliers là qu'on a prévus et qu'on vous présentera en guise de conclusion du webinaire, on travaillera le sujet de la douleur, de l'évaluation de la douleur. Donc, voilà, il y a beaucoup de demandes. Donc, face à cette forte demande, le groupe axera sa prochaine thématique de travail sur la douleur et l'évaluation de la douleur chez la personne en situation de handicap. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages ou remarques? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Oui, Alors, bonjour. je dis pas mon nom, c'est donc Agnès Chevalero. Je travaille en IME aussi avec des jeunes adultes en situation de handicap. On fait un peu d'habitation aux soins, mais de façon plus collective parce qu'on n'a pas les moyens d'accompagner individuellement ou avec des petits binômes, même si c'est préconisé comme ça. Je voulais savoir comment on peut vraiment travailler sur la notion de traumatique, parce qu'on a des enfants à qui on a pu avancer au niveau des soins, en habitation aux soins. Il a suffi d'une rencontre avec un médecin, peu importe, quelqu'un de la santé, où ça a été traumatisant, parce qu'il y a eu forcément une contrainte ou quelque chose qui a été compliqué, ce qui fait que ça a tout remis à zéro pour nos habitations aux soins. Comment on peut travailler ce côté traumatique qui arrive à un moment donné dans le circuit, même si on a progressé par rapport à ça? S'il y a des réponses, pas, ouais. Merci. C'est pas une réponse en soi que je vous ai apportée, mais je pense que c'est vraiment la préparation qui limite le traumatisme. Alors, même si vous dites que c'est difficile de faire en individuel, vous voyez, nous, on est un foyer adulte. J'ai pas précisé, mais c'est un foyer adulte. Et on arrive à faire des fois, c'est 5 minutes. En fait, c'est vraiment, on commence vraiment par petits bouts. Ça peut être même 2, 3 minutes, le temps de se rendre jusque dans la salle. Alors, on les voit pas, mais il y a quelques professionnels qui sont présents aussi dans la salle de l'accompagnement. Et du coup, c'est vraiment des fois juste 2, 3 minutes, aller jusqu'à l'infirmerie et revenir. Donc, c'est sûr que voilà, c'est pas très long et c'est un temps individuel qu'on a avec la personne. Donc, en fait, je pense qu'on peut se donner les moyens de le faire. Nous non plus, sincèrement, si on leur demande, ils vont dire, ben non, on peut pas le faire, on peut pas le faire parce que on n'est pas en nombre. Voilà. Mais si on se fixe on sait quel objectif on veut atteindre et quelles sont les différentes étapes à obtenir, à aboutir, je veux dire, on arrive à les mettre en place et c'est pas si ça prend pas autant de temps que ça, quoi. C'est ce que je veux essayer de vous faire passer, c'est on peut dédramatiser les choses et c'est vraiment réalisable sur des fois, mais ça peut prendre que 2, 3 minutes le début. C'est sûr qu'après on peut y passer 5, 10 minutes, mais vraiment des fois c'était juste aller à l'infirmerie et revenir. Voilà, quelques secondes des fois aussi, voilà.
Euh, et c'est utiliser, voilà, bah, allez-y, utiliser des renforçateurs. Voilà, c'est vraiment ça. La notion, Dimitri l'a abordé aussi dans la projection, mais la notion de renforçateur ou de centre d'intérêt, ça dépend des termes que vous utilisez, mais c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien, quoi, en fait. Des encouragements, voilà, être dans le positif. Oui, c'est bien, allez, on va y aller, ça va pas durer longtemps. Enfin, voilà, être dans quelque chose de positif et de rassurant. Allez-y. Vous entendez? Venez prendre ma place. On va changer. Tu peux l'enlever là. Enlevez le masque. Ah oui, il fait le malin, hein. Il faisait le malin tout à l'heure, de loin, là, personne ne le voyait, tout était bien, là, un petit peu moins. Donc, bonjour, donc, Julien Bessèche, je travaille aux femmes de personnage Poissac en tant qu'AES. Et donc, je disais tout à l'heure, effectivement, pour en revenir à ce que disait madame avec sa résidente de 53 ans, c'est vrai que l'habituation aux soins, en fait, c'est vraiment une mise en scène, dans le sens où ça commence déjà par la communication. Alors, nous, ici, avec des résidents autistes, on utilise des pictos, des séquentiels. Donc, ça commence déjà par la communication. Donc, on sait où on va, expliquer à la personne, on va aller à l'infirmerie avec les pictos. Et puis ensuite, on se déguise, en fait. On met la blouse du médecin. On montre à la personne avec laquelle pour laquelle on va accompagner, par exemple, pour une prise de sang. Ça- Nous, on vous entend. Enfin, moi, je vous entends et je vous vois. Par contre, j'ai perdu. Oui, c'est ça, Oui, hein, on a vous perdu avez perdu ceux qui Karine. parlaient. C'est ça. Du coup, moi, je vais meubler un peu en attendant pour vous dire qu'il y a aussi, pour les traumas, en tout cas, l'idée de la confiance, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours la même personne qui fasse l'habituation, qui accompagne au rendez-vous, quand c'est possible, hein. Je sais bien que c'est, voilà, moi, je travaille dans un endroit où j'ai un peu de luxe, du temps et pas beaucoup d'enfants, et donc on peut faire un travail un peu autre. Mais c'est, voilà, et du coup, quand il y a des refus catégoriques, ne pas essayer non plus d'aller plus loin. C'est OK, pas aujourd'hui, bah c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave en fait. Voilà, pas réactiver de trauma. Quand ça pique, dire bah oui, ça va piquer, oui. Pas dire t'inquiète, ça va pas faire mal, parce qu'en vrai, oui, ça fait mal. Voilà, c'est toute cette confiance-là qu'il faut remettre au travail. Et voilà, ça se fait pas comme ça, mais en tout cas, en l'espace, moi, j'ai vu des fois 1 an, et en l'espace d'1 an, réussir à faire une prise de sang, en effet, sans pleurs, ni cris, ni voilà. Faut y aller tout doucement, mais on arrive à faire des choses qu'avant, il fallait être 5, tenir le bras et piquer coûte que coûte. Ben ça, on fait plus. On est vraiment aujourd'hui dans un autre accompagnement et on y arrive quand même. Et je trouve, là, pour compléter, qu'il y a vraiment quelque chose de très justement d'être à 5 pour tenir. Et quand il y a du travail qui a été fait, en fait, moi, ça, j'ai pu le voir. On est peut-être pris au sérieux, du coup, quand on arrive et qu'on dit, bah voilà, est-ce que vous voulez bien respecter un peu ce protocole-là pour que ça se passe bien? Et ils sont souvent très, très d'accord pour nous suivre. Mais c'est vraiment en fait quelque chose qui est porté au niveau institutionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment l'habitation aux soins, elle est reconnue au niveau de l'institution, c'est pas porté par 2, 3 personnes des équipes en fait. Oui. Ouais. Donc il y a vraiment des fiches qui sont bien définies avec des protocoles bien avancés. Tout à fait. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au planning, que ça soit inscrit, que voilà, c'est pas une lubie d'un éduc ou d'une infirmière, c'est vraiment dans le suivi. En fait, nous, ça fait pas très très longtemps que c'est mis en place à l'IME. Je dirais que ça fait peut-être 2, 3 ans que je fais de l'habituation aux soins. Si j'ai porté un peu le projet au début, assez rapidement, tout le monde s'est rendu compte que c'était plus confortable. On a aussi associé le CVS. On a fait une demande à toutes les familles, savoir s'il y avait des difficultés de leurs enfants auxquelles on n'aurait pas pensé, etc. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'habituation aux soins, c'est devenu dans le projet d'établissement. Mais au début, c'est pas toujours évident pour tout le monde, voilà, d'aller jouer au docteur pendant 3 mois pour au final réussir à faire ouvrir la bouche à un enfant.
Mais en vrai, sur le très long terme, je pense que ça va vraiment changer les parcours de soins des gens si on les habitue hyper tôt. On a retrouvé Karine et Sylvie. Oui, on n'était pas très loin. Non, désolé, par contre, il y a dû avoir un bug au niveau Ouais. du webinaire. Là, je sais pas, désolé. Bon, Est-ce on a qu'il y a encore meublé. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des retours d'expérience Alors, Oui. oui, madame, allez-y. Il faudrait ouvrir le micro, madame, s'il vous plaît. Ah, Non. Ah, on ne vous entend pas. toujours pas. Ça reste en jaune autour quand ils sont... On ne vous entend pas ou éventuellement dans le chat, si vous voulez bien poser la question. Enfin, après, tout dépend ce que vous souhaitiez. Non, on ne vous entend pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, ce qu'on peut peut-être faire en attendant, c'est peut-être vous présenter les ateliers d'habituation aux soins qu'on envisage avec le groupe de travail sur l'année 2023-2024, le calendrier. Et puis, si vous arrivez à vous connecter avec le son, vous n'hésitez pas à reprendre la parole, madame, hein, si vous nous entendez apparemment, mais nous, on ne vous entend pas, désolé. Comme vous pouvez le voir, on a organisé d'autres webinaires, d'autres ateliers, pardon, oui. Le premier, ce sera les injections, prise de sang et méopa, qui serait le 12 décembre, de 14h à 16h. La visite médicale, au sens, plutôt général, le 21 mars, pareil, même horaire. Les soins bucco-dentaires, le 13 juin. L'ophtalmologie, alors sur les deux derniers, la date n'a pas encore été définie. Donc l'ophtalmologie en septembre 2024 et puis les examens radiologiques ECG et EEG en décembre 2024. Où là, on présenterait vraiment des ateliers sur comment vidéo, voilà, comment réaliser, les établissements en tous les cas qui ont participé au groupe de travail réalise les différentes actions selon les 5 thématiques. Et après? Pendant 1 heure et demie, ça sera un échange de pratique. Oui, échange de pratique, oui, tout à fait. Ce sera moins théorique et plus pratique. Exactement. On va être vraiment sur le côté pratique et mise en scène, quoi, en fait. Oui, oui, comme dit, mais elle va prendre la main, hein, elle commence à... Travail autour de la douleur qui a été quand même... Ah. Allez-y, Estelle Bossard. Notre soutien artistique. Est-ce qu'il y avait encore des questions, sinon, avant de conclure, du coup? Oui, il y a toujours il y a une main levée. Oui. On vous redonne la parole. Allez-y. Oui. Je voulais juste savoir comment on pouvait récupérer le PowerPoint qui a été diffusé là pour. Voilà. Alors, du coup, on laisse Estelle Bossard, qui est notre référente logistique, gérer le chat que demain de prendre la main. Du coup, sinon ça va faire écho, c'est bon. Du coup, juste effectivement, tout ce qui... Jouer la vidéo. C'est pénible. Voilà, la vidéo, merveilleux. Du coup, juste pour les points effectivement pratiques, le PowerPoint ne sera peut-être pas envoyé tel que, mais sous fiche un peu récapitulative, un peu protocole, on va dire, sur les choses à faire. Donc ça, on va le travailler, on va voir avec le groupe comment on vous le renvoie, mais vous aurez de toute façon quelque chose de retracé derrière. Et on vous enverra en même temps les dates la petite slide, le petit flyer avec les dates des ateliers à venir.
ainsi que du coup le webinaire, le lien pour le replay du webinaire. Voilà, et du coup, pour les ateliers, effectivement, l'idée, ça sera vraiment, c'est des ateliers, donc c'est un échange de pratiques entre chaque personne présente. Il y a des équipes qui font déjà de l'habituation aux soins, qui seront là, qui présenteront ce qu'elles font déjà, qu'elles savent bien faire avec les protocoles qu'ils ont écrits. Et ensuite, c'est vraiment d'échanger entre tous pour trouver des trucs et astuces de comment faire en fonction de la situation de chacun. Voilà, donc c'est plutôt le principe d'échange, du coup, clairement, derrière. Voilà pour moi. Et donc, je regarde ce qu'il y a d'autres commentaires. Je recoupe mon son. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de mains levées. Il y en a Si, encore, Ah, encore des. allez-y. Oh là. Claire Masson, là, j'ai. Je voulais juste savoir, moi, si. Alors, pardon, oui, j'avais levé la main. Si c'était pertinent, alors, pour moi, c'est pertinent parce que nous, on fait une habituation aux soins qui est plutôt collective parce que c'est aussi ritualisé et c'est inscrit dans les plannings des jeunes. Parce qu'en fait, le fait de voir les autres jeunes qui se font soigner sur deux soins différents, ça mène aussi voilà, à une habitation au niveau des sensoriels, au niveau des sons, au niveau du visuel, du mimétisme. Donc, est-ce que c'est pertinent d'avoir voilà, une habitation en soins collectifs? Oui, je pense que ça dépend vraiment du profil des enfants qui sont accueillis. Il y en a pour qui, en effet, de voir les autres et de voir que ça se passe bien, c'est porteur. Il y a d'autres publics où il faut... Et puis, il faut être sûr que ça se passe bien. Parce que quand ils sont plusieurs et qu'il y en a un pour lequel ça se passe mal, ça fait flipper tout le groupe. Donc, c'est vraiment, voilà, ça dépend du public et de ton groupe. Mais oui, ça peut. Oui. Merci. Il y avait Claire Masson, on vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, moi je suis complètement hors région Pays de la Loire, vu que je travaille au Centre Ressources Aquitaine de Bordeaux. Et donc c'était surtout pour indiquer s'il y a des professionnels que ça intéresse que en fait on a un petit peu les mêmes pratiques en région Aquitaine et que notamment nous on propose une formation pour les professionnels pour tous les professionnels, en fait, que ce soit des professionnels de soins ou des professionnels plutôt de l'éducatif, pour tous ceux qui voudraient justement se former à l'évaluation de la douleur, les particularités de la douleur chez les personnes TSA, les principales comorbidités, l'habituation aux soins. Voilà, donc c'est une formation qu'on propose sur 2 jours. Alors par contre, c'est une formation en présentiel, donc peut-être que pour certains professionnels, ça peut faire un peu loin. Mais voilà, pour tous ceux qui sont pas forcément à l'aise et qui n'ont pas forcément beaucoup d'outils ni d'habitude, ça peut permettre voilà, de se former un petit peu avant de se lancer sur le terrain. Merci bien. Est-ce que il serait possible d'envoyer les contacts ou les coordonnées de cette formation à Mme Bossard, comme ça on pourra diffuser aussi à ceux que ça intéresse, si vous voulez bien, Mme Masson. Oui, alors après, je pense qu'elles sont mises à jour sur le site du GNCRA, mais je vais vous je vais vous le mettre je vais vous mettre le lien dans la discussion. Très bien. Effectivement, l'idée aussi de ces webinaires, c'est de pouvoir partager les outils. J'ai vu que Monsieur de Causia proposait aussi de contacter le secrétariat là, pour le pass relationnel. Donc, effectivement, je pense que on va pas refaire les choses. Partageons les outils. Et puis, c'est un peu l'idée aussi de ce groupe de travail, pour ceux qui le veulent, de partager ce qu'on a à disposition, tout simplement, pour aider les autres. Eh bien, il est 15h01, donc on va vous proposer de clore ce webinaire. Merci à tous et toutes pour votre présence. Oui, votre participation. Et puis, au plaisir de vous revoir pour les ateliers suivants. On vous dit au 12 décembre et bonnes habituations aux soins d'ici là. Et puis, un grand merci à tous et un merci, on voulait remercier Estelle qui était dans l'ombre pendant 1 heure, mais qui a quand même beaucoup œuvré pour la mise en route et l'organisation de ce webinaire. Donc, un grand merci à Estelle pour ta présence et puis pour ta participation très active. Merci Aurélie Dimitri et les autres professionnels qui se sont associés à votre réflexion. Et puis merci au groupe de travail aussi et
à tous les représentants du groupe de travail, les familles, les associations. Voilà, on en oublie probablement. Et puis, on vous dit à très bientôt, du coup. Merci. Au Au revoir. revoir.